Bonjour à tous, avec un peu moins de 500 titres cette année, 482 exactement selon le décompte de la rédaction de Livre Hebdo, eh bien, la proposition de roman de cette rentrée littéraire est en légère baisse de 6,7% par rapport à l'an dernier, mais elle reste au même niveau que la rentrée d'automne, même niveau de quantité, mais également de qualité. C'est ce qu'on va voir ensemble avec les professionnels qui sont dans notre studio et qui sont évidemment libraires. Comment jugent-ils cette rentrée? Quels sont leurs coups de cœur et comment vivent-ils cette période particulière alors qu'on a acté un essoufflement des volumes de vente de livres cette année en France? Alors pour témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Sandrine Babu. Vous êtes la gérante de la librairie L'Instant. C'est à Paris dans le 15e. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure Vial, présidente de la librairie ici à Paris dans le 2e arrondissement. Et puis Maxime Massol, libraire à la librairie Chantelivre, Paris 6. Que des libraires parisiens pour cause de mouvement un petit peu particulier aujourd'hui. Mais on va pouvoir balayer ensemble un prisme assez général de cette rentrée. Une première question peut-être pour vous, Anne-Laure Vial. Comment ça se passe dans votre établissement depuis ces dernières semaines? Quelle est l'ambiance? Quelle est la fréquentation? Qu'est-ce que vous dit votre public au niveau global? Alors, on a depuis le mois de décembre, on a fait un très bon mois de décembre et un bon début d'année. Alors, ce qu'on retrouve déjà, c'est qu'au niveau des rencontres, on a plus de monde que dans le passé. Nous, on est dans le centre de Paris, alors c'est vrai qu'on est un petit peu atypique, mais on a beaucoup été touchés par le télétravail qui, jusqu'à septembre dernier, était encore très présent. Et depuis septembre, l'activité est bien plus simple pour nous, il y a beaucoup plus de monde. Et ce que disent les gens, réellement, c'est merci, merci du choix. Merci d'apporter ça dans le quartier, merci d'être là. Et je le dis vraiment, ça fait chaud au cœur. Le travail n'est pas toujours simple, en tant que libraire, c'est physique, on est très sollicité, on adore notre métier de conseil, de découverte de livres, de passeurs. Mais après, c'est vrai qu'on est toujours un peu sur le fil au niveau économique, on est toujours attentif à l'activité et c'est vraiment très touchant et très important pour nous d'avoir ces témoignages. Eh ben, vous allez nous en parler avec votre coup de cœur de cette rentrée littéraire, de vos prescriptions finalement et de votre grande valeur ajoutée en tant que libraire. Maxime, Chantelivre s'est spécialisé dans la jeunesse. Comme au niveau global, la jeunesse a un petit peu diminué ses volumes de vente. Ça s'est passé comment pour vous dans votre établissement ces derniers mois? Alors nous on a eu un très bon mois de décembre, on a fait un très bon Noël. Effectivement on a une forte spécialisation jeunesse, mais on a quand même un rayon adulte qui est assez actif. On a beaucoup de gens qui viennent pour les deux aussi chez Chantelivre. Bon évidemment là début janvier c'était un petit peu plus calme qu'en décembre, mais malgré tout ça reste pour le moment en tout cas une fréquentation plutôt importante. On a aussi la Maison des Histoires qui a ouvert au fond de la librairie, qui est un lieu dédié aux jeux et à l'enfance qui effectivement nous amène du monde, fait découvrir la librairie. Donc là on est quand même dans on va dire une dynamique d'émulation un petit peu entre ces deux lieux. On fête les 50 ans de la librairie cette année, donc il y a aussi pas mal d'événements qui sont prévus. Donc voilà, disons que dans notre cas, c'est quand même un petit peu particulier parce que là, on est un peu dans une effervescence avec plein de choses qui se passent, les travaux qui ont terminé, la nouvelle librairie avec son nouveau décor. Donc voilà, on part un peu sur des choses. Et donc la part événementielle est particulièrement. Cette année, en tout cas, oui, effectivement, on va certainement prévoir des petites choses sympas pour l'anniversaire. Ouais. Sandrine, je me tourne vers vous. Malgré ce fléchissement des ventes, on a remarqué que la rentrée d'automne avait été particulièrement bonne. Est-ce que vous l'avez ressenti tout au long de ces derniers mois? Alors nous, on a fait un bon automne, une bonne fin d'année avec
plein de bons livres, c'est vrai. Sur l'année, moi je suis toujours un peu sur le fil. Des livres, il faut en vendre beaucoup pour payer le loyer, payer les salaires. Voilà, donc je suis ma trésorerie comme du lait sur le feu. Donc globalement, 2023 comme était un peu meilleur que 2022, donc ça c'est la bonne nouvelle. Janvier s'annonce un petit peu bizarre, une fréquentation très erratique, des fois des jours de semaine meilleurs que le samedi, ça m'était jamais arrivé. Voilà, un peu étonnant. Donc pour l'instant, voilà, ça va, c'est une bonne tendance, mais il faut être toujours attentif. Mais en tout cas, il y a plein de bons livres, et là pour la rentrée de janvier, il n'y a pas trop de livres en plus qui écrasent les autres, et il y a plein de super romans. Justement, moi je souhaiterais qu'on puisse aborder tout de suite ces livres sur lesquels vous tenez particulièrement, et on va peut-être commencer avec vous, Maxime Massol. Oui. Vous êtes venu, comme vos deux autres homologues, avec 5 livres, et on va commencer avec Madame Léopard, c'est chez Albin Michel. Oui. Allez-y, présentez-nous Le voici. cet ouvrage jeunesse. On commence en douceur avec un album qui sera parfait à partir de 5 ans. C'est l'histoire de Madame Léopard, donc, qui est une conductrice de bus qui chaque jour a plein d'animaux avec elle dans son bus, elle les amène un peu partout, tout ça. Et puis en fait un jour, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une petite voiture qui dépasse le bus et qui fonce à toute allure. Et évidemment tout le monde trouve ça sensationnel parce que tout à coup c'est la possibilité d'avoir son petit véhicule à soi. Et donc tout le monde déserte le bus. Le problème c'est que ça crée des embouteillages, ça crée du boucan dans toute la forêt, voire même ça détruit la forêt parce qu'ils décident de couper tous les arbres pour aller de plus en plus vite avec toutes leurs petites voitures. Donc évidemment, Madame Léopard, elle est un peu embêtée et elle a une idée, elle va se mettre au vélo. Et en fait, tout le monde va trouver ça sensationnel et heureusement, elle va lancer la mode du vélo, ce qui va un petit peu désengorger cette forêt qui commence à devenir impraticable. Très chouette album, j'ai découvert du coup Natalia Chaloshvili grâce à cet album, donc c'est traduit du russe par... Margot Rochefort, pour information. C'est une personne qui est très connue sur les réseaux sociaux, à vrai dire, qui fait beaucoup de portraits un peu rigolos d'animaux. Et là, elle démarre en tout cas en France sa carrière en tant qu'autrice illustratrice pour l'album jeunesse. Il y a déjà un autre album qui est prévu pour mai 2024 sur un petit chat grognon, donc ça risque d'être très mignon aussi. Et donc voilà, un album idéal pour parler d'écologie, de mobilité, réfléchir un peu à ces thématiques avec les enfants et les adultes. Et idéal aussi pour les enfants qui ne jouent que par les voitures parce que ça peut aussi faire germer des petites choses dans leur cerveau. Très bien. C'est quel public vous l'avez Donc à partir de 5 ans, je dirais, voilà, mais avec des thématiques qui peuvent tout à fait être utilisées même pour des grands, à vrai dire, au primaire, pour travailler en classe. Ouais. Merci beaucoup. Anne-Laure Vial, vous êtes venue avec La langue des choses cachées. C'est paru à l'Iconoclaste. Le 11 janvier. Voilà, donc La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Cécile Coulon est à son 9e roman avec La langue des choses cachées. C'est elle qui a écrit donc Une bête au paradis qui avait reçu le prix du Monde. Et elle est poétesse et romancière parce qu'elle a écrit aussi Les ronces qui a reçu le prix Apollinaire. Et donc La langue des choses cachées, l'histoire c'est dans un village reculé, un enfant est malade, on appelle le guérisseur. Le guérisseur, en principe, est un jeune homme qui vient toujours avec sa mère et pour la première fois, il vient seul. Sa mère le laisse, car sa mère est âgée. Il y a aussi une histoire avec la mère et le fils. Et donc le guérisseur arrive et ce roman est très court, c'est 150 pages, écrit à l'os. Une unité de temps et d'action comme une tragédie grecque. Ça se passe pendant une nuit. Et donc le guérisseur va s'occuper de l'enfant. Et puis comme il est sans sa mère pour la première fois, et c'est un peu ce qui fait basculer l'histoire, il va faire des choses que sa mère ne l'aurait pas autorisé à faire. C'est ça qui se passe. Et on va donc découvrir dans une langue qui est vraiment magnifique, où chaque mot compte, qui est très poétique également. On va découvrir ce qui s'est passé sur des générations. Et la langue des choses cachées, c'est celle du guérisseur qui, lui, sent toute la noirceur de cette histoire de génération en génération et qui va agir avec cette connaissance-là.
Et ce qui est assez puissant dans ce livre, qui se lit d'une traite, hein, et qui est très très beau, c'est aussi que la langue des choses cachées, c'est celle de l'autrice. C'est celle de l'autrice qui va, avec sa langue à elle, qu'elle invente, qu'elle crée, raconter les choses de notre monde, de notre humanité. Voilà. C'est un livre assez dur quand même, mais qui est... Pour quel public? Qui est pour un public adulte, pour le coup, je pense, essentiellement. C'est comme un conte, comme une fable. C'est très fort, très puissant, on ne peut pas l'oublier, effectivement, une fois qu'on l'a lu. Merci Anne-Laure. Relation avec la mère ici chez vous, Sandrine Babu, vous, relation avec le père, j'ai l'impression, et le rêve du pêcheur. De M. Les Boom. Exactement, aux éditions Gallimard, c'est paru le 11 janvier. Oui, et je me suis rendu compte que j'avais sélectionné 4 livres sur 5 qui parlent du père. Voilà, je m'en suis rendu compte après, mais je n'ai pas changé. Ne parle pas que du père. Donc M. Les Boom, le rêve du pêcheur. Donc M. Les Boom, moi je ne la connaissais pas, honte à moi, parce que vraiment c'est magnifique. Donc je vais me jeter sur ce livre précédent. Elle est d'origine camerounaise, et donc là elle nous emmène au Cameroun sur une histoire sur plusieurs générations. Ça commence avec la génération de Zachary, qui est pêcheur dans une région à l'embouchure du fleuve. Et donc le mode de vie des pêcheurs va être bouleversé par l'arrivée de grosses entreprises qui font miroiter plus d'argent, des choses matérielles, et ça va complètement bouleverser l'équilibre familial. Alors il se passe énormément de choses dans ce livre, c'est ça qu'il y a beaucoup de rebondissements, donc je ne vais surtout pas les dévoiler, mais il va y avoir un drame. Et ensuite on passe de chapitre en chapitre à d'autres histoires. Une qui va se passer sur la génération suivante à Douala, dans un quartier qui s'appelle New Bell. Donc là, on suit 2 amis. Là aussi, il va se passer un drame. Et donc, Zachary, le narrateur, va fuir à Paris, où il va se réinventer une vie. Il laisse derrière lui tout ce qui s'est passé. Alors, donc tout cela mêle dans une langue vraiment somptueuse des histoires de famille, de destin, de déchirement, de post-colonialisme aussi, de racisme, d'amour maternel. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets, mais c'est jamais pesant. Il fait 350 pages, hein, donc vraiment on se met dedans, on n'a plus envie de le lâcher. Et pour finir, je voudrais juste, si j'ai le temps de lire un tout petit paragraphe, juste pour vous voyez un peu la langue. Son père était pêcheur lui aussi, comme tous les hommes de sa famille, depuis que le fleuve et l'océan s'épousaient ici. Un jour, il était parti, n'était pas revenu. Un mois d'octobre, en plein cœur de la saison des pluies. Dans ces moments-là, les pêcheurs savent que les eaux sont tempétueuses, violentes et traîtresses. Les repères se brouillent, les distances sont mensongères, les courants capricieux. Bon, je m'arrête là, mais c'est magnifique. Le rêve du pêcheur, magnifiquement lu par vous, Sandrine Babu, c'est d'M. Les Boom aux éditions Gallimard, c'est paru le 11 janvier. Avant de passer au deuxième titre que vous venez de présenter, j'aimerais savoir un petit peu qui est-ce qui peut répondre à ça. C'est jamais évident, autant à la rentrée littéraire d'automne, il y a peut-être plus de temps pour voir tous les... Comment est-ce que vous faites pour cette rentrée d'hiver, justement, à quel moment vous arrivez à lire pour pouvoir conseiller vos publics? À partir du 25 décembre. Dès le 25 décembre. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'on continue de lire... on continue de lire les livres qui viennent de sortir, même s'ils sont parus il y a une semaine, il n'y a aucun souci, on peut continuer de lire et de faire des découvertes. Donc finalement, ouais, par rapport à la rentrée d'automne, vous arrivez, c'est plus au fil de l'eau. Ouais. Au fil de l'eau. Très bien. Maxime, deuxième ouvrage jeunesse que vous venez de nous présenter, Chicorée, une patte dans le plâtre. C'est de Claire Lebourg, c'est paru à l'École des loisirs et c'était illustré par Mickaël Jourdan. Oui, alors là, dans tout ce que je présente aujourd'hui est paru en janvier, sauf celui-ci qui paraîtra du coup le 7 février. Chicorée, c'est une petite histoire adorable, une première lecture. On suit une écureuil qui effectivement se retrouve avec une patte dans le plâtre alors qu'elle tombe dans la cheminée. L'histoire elle est divisée en 3 petites histoires. La première, donc, c'est Chicorée chez elle qui reçoit ses amis qui viennent lui changer les idées parce qu'effectivement elle est un petit peu affaiblie suite à cette chute.
La deuxième histoire, c'est Chicorée qui s'inquiète parce qu'en fait, elle ne voit plus ses amis venir la voir. Donc du coup, elle se dit qu'ils l'ont oubliée et en fait, elle s'aperçoit qu'eux aussi, ils ont tous des petits problèmes à gérer. Et la dernière, c'est une virée chez Moquette, leur copine marmotte, qui à son tour est malade. Donc voilà, une petite première lecture vraiment très chouette, à la fois à lire aux enfants, je dirais à partir de 5 ans, mais qu'on peut aussi lire donc en autonomie dès le CP, CE1. C'est très mignon, c'est la deuxième fois que Claire Lebourg et Michael Jourdan travaillent ensemble. Ils avaient fait un album au Rouergue, un très bel album ensemble aussi. C'est une histoire sur l'amitié, la solidarité, avec de l'humour, et les illustrations sont toutes douces avec des tons un peu sépia, et toujours très clair, très accessible pour les enfants. Donc voilà, un découpage, je dirais, texte-image très réussi. Et c'est un one-shot pour le moment, mais bon, qui sait, peut-être que Chicorée sera de retour si ça fonctionne et qu'ils ont d'autres idées, hein, on espère. Voilà. Merci beaucoup Maxime Massol. Anne-Laure Vial, on part à l'international là, avec An American Mother. C'est publié par Belfond et traduit par Clément Baude. C'est paru le 4 janvier chez Belfond. Voilà, donc Colin McCann revient après Apeirogon avec American Mother et avec Diane Foley. Diane Foley, donc c'est cette American Mother, c'est la mère de James Foley. James Foley, c'est un journaliste freelance, c'est important parce qu'il était freelance, ça a été un moment important pour lui dans son histoire, c'est que il a été capturé, il a été torturé et il a été décapité. Et cette histoire est terrible. C'est l'horreur absolue pour cette mère notamment, mais aussi pour toute l'Amérique qui découvre ce qui se passe avec cet otage. Et on découvre aussi que l'administration Obama n'a pas cherché à libérer les otages qui n'étaient pas des soldats. En fait, les Américains ne négocient pas les otages quand ils sont notamment journalistes, et d'autant plus freelance. Et donc, Colin McCann prend sa plume pour raconter cette histoire, comment dire, je ne sais même pas comment la qualifier, mais horrible, terrible, extraordinairement horrible, et prend la voix de Diane Foley. Et donc Diane Foley, c'est cette femme qui est extraordinaire en fait, qui est exemplaire et qui va rencontrer lors du procès les personnes, enfin les terroristes de Daesh qui ont donc décapité son fils. Et elle raconte avec Colin McCann tout son calvaire en fait. Le calvaire de son fils et le sien, et notamment il y a un moment que je ne veux pas trop spoiler, mais qui est un moment terrible dans cet ouvrage, c'est quand elle découvre la photo de son fils décapité. C'est horrible, et à la fois c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Donc c'est un livre qui est dur à lire, hein, qui bouleverse, rien n'est édulcoré, et à la fois c'est un livre qui est assez lumineux parce qu'en fait cette femme est complètement exemplaire. Alors elle est assez croyante et elle tire sa force aussi de la foi, mais elle cherche à pardonner en fait. Elle se questionne tout le temps, c'est quelqu'un de très intelligent, qui se questionne tout le temps, qui se dit mais comment rester debout face à cette horreur? Que faire de cette histoire? Qu'est-ce que mon fils aurait aimé que j'en fasse? Le fils était aussi extrêmement courageux et donc elle essaye d'être à la hauteur de son fils extrêmement courageux. C'est bouleversant. Et ce qui m'a touchée aussi, je pense, et c'est pour ça que j'en parle ce matin, c'est que je pense que c'est un livre qui est encore... qui est aussi très actuel, qui résonne, les faits sont plus anciens, mais qui résonne aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. Hein. Je ne vais pas reprendre tout ce qui se passe dans le monde, mais donc c'est vraiment un message de paix de la part de Colin McCann. C'est aussi pour ça qu'il veut raconter cette histoire, je pense. Et on est dans la lignée d'Apeirogon aussi. Alors c'est un récit, hein, c'est pas une œuvre romanesque, mais on est dans cette recherche de comment ne pas répondre à la haine par la haine, que faire de cette haine, comment avoir de la compassion, et c'est un message d'humanité en fait, tout simplement. Donc c'est un livre très fort. C'est un livre fort qui vous a touché, mais qui est difficile, vous l'avez dit. Quel public, selon vous, comment est-ce que vous le présenteriez et à quel public? Toute personne qui a envie de rentrer dans le sujet de la compréhension de cette haine, de comment comprendre le monde d'aujourd'hui, en fait. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ça, et je pense que les gens sont nombreux à s'intéresser à ça. On le voit dans les ventes d'Apeirogon qui ont repris Apeirogon, que vous connaissez sûrement. C'est une histoire d'amitié entre un Israélien et un Palestinien, et c'est qui cherche à faire la paix.
et qui chacun ont vécu la perte de leurs enfants et de leurs enfants. Et donc on est dans ces messages-là, quoi. Donc comment, dans cette horreur, comment vivre, comment rester debout, comment avancer vers la paix. Merci beaucoup Anne-Laure. Sandrine Babu, Bastère, vous venez nous présenter Bastère d'Estelle Sarabul. C'est aux éditions Liana Lévy et c'est paru le 4 janvier. Ouais. Alors moi je suis très fan d'Estelle Sarabul depuis son premier livre qui s'appelait Là où les chiens aboient par la queue, ce qui est une expression en créole qui veut dire répéter ou schnock. Et là, c'est son 3e roman, elle nous avait emmenés en Amérique du Sud sur son 2e, donc là on revient en Guadeloupe. Il n'y a pas de longtemps de livre que ça qui se passe aux Antilles et qui sont aussi bien écrits. Donc Estelle Sarabul, donc, elle va nous replonger en 76, au moment où le volcan La Soufrière sur Basse-Terre, donc Basse-Terre, je ne sais pas si vous voyez la Guadeloupe, mais c'est un peu une forme de papillon, et donc c'est cette partie-là en bas. Donc le volcan commence à s'agiter un peu, à chauffer. Il y a Haroun Tazieff et Claude Allègre qui sont là en train de se déchirer pour un qui dit ça va péter, l'autre non. Mais voilà, il y a des impacts sur la population, donc il y aura eu plus de 70 000 personnes évacuées quand même vers Grande-Terre. Et donc, ce qui intéresse Sarabul, ce n'est pas tant les effets matériels, le volcan, c'est la tension que ça crée dans la population. Et on va suivre là 2 familles, une qui est sur Basse-Terre, une sur Grande-Terre. Donc il y a Eucat. Eucat, c'est une grand-mère, elle a travaillé chez des béquets, hein, des Blancs. Ça ne s'est pas très bien passé avec le propriétaire qui a abusé d'elle. Et il y a un enfant qui est né de cette union. Donc là, une histoire familiale un peu compliquée. Donc elle a une fille qui, elle, est partie en métropole. C'est vrai que cette problématique aux Antilles de savoir si on reste, si on part en métropole pour travailler, pour faire autre chose, se pose souvent. Et elle a une petite fille qui est avec elle. Donc ça, c'est la première partie. Et il y a une autre famille, donc avec Elias. Elias qui a eu 3 enfants. Donc il y a des liens qui vont se créer entre ces 2 familles, qu'on découvre au fil du livre. Il y a le fils d'Elias, donc Daniel, qui lui aussi a passé 17 ans en métropole à Châteauroux. Il a rencontré son épouse qui revient. Elle va découvrir, donc la belle-fille découvre la Guadeloupe. Et lui, voilà, il retrouve son pays d'enfance. Donc tout ça écrit dans une langue magnifique. On est vraiment porté par les personnages qui sont très incarnés. Il y a des pères absents, il y a des recherches de pères de la part de justement la petite Anastasie, son père est parti quand elle était petite. Voilà, donc il y a de la tension, il y a du suspense aussi, il y a des histoires familiales. C'est très prenant et on est vraiment immergé dans cette île. Et en termes de public, ça dépasse la diaspora antillaise. Ah ouais, mais complètement. Complètement. Concerné. Et c'était déjà le cas pour Là où les chiens aboient par la queue, qui avait touché un large public, qui avait eu le prix Libraire en scène à l'époque, et plein d'autres prix d'ailleurs. Voilà, et celui-là, je suis sûre, va toucher tout autant. C'est jamais anecdotique, c'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup. On revient à vous, Maxime Massol. Vous nous présentez La cabane de Ludovic Lecomte. C'est à l'École des loisirs, illustré par Karine Brankowitz, et c'est paru le 17 janvier. Tout à fait. Ludovic Lecomte, vous le connaissez peut-être pour sa série de première lecture Oscar et Carrosse avec Irène Bonacina. Voilà, c'est dans la collection Boucheron de l'École des loisirs. Et là, il arrive avec quelque chose de tout à fait différent, un roman pour les ados, plutôt à partir de 13-14 ans. C'est un roman qui est assez étonnant parce que c'est l'histoire d'un ado qui s'apprête à sortir de chez lui. Alors comme ça on se dirait c'est un peu bizarre et en fait pour lui c'est pas du tout simple de sortir de chez lui parce que ça fait plusieurs mois qu'il est enfermé chez lui, qu'il n'arrive plus du tout à mettre le pied dehors et ça lui crée des angoisses incroyables et il a donc ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, ce que je ne connaissais pas mais j'ai découvert avec ce livre. Et alors, on va le syndrome de la cabane le syndrome de la cabane, c'est vraiment cette incapacité en fait à sortir de chez soi pendant plusieurs mois. Alors, du coup, on va le suivre, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ses questionnements, ses doutes, ses sentiments de culpabilité aussi, sa relation avec la famille, les amis et sa psy. C'est un roman qui est court, qui est émouvant, qui est assez intense aussi. En fait, Ludovic Lecomte, il voulait écrire sur l'enfermement. Il a réfléchi à plein de façons différentes de parler de ça. Il est tombé sur 2 articles. Un qui parle des ados qui sont, suite au premier confinement du Covid, restés un peu chez eux, en fait, qui n'ont pas tellement arrêté de se confiner. Et un autre article sur le syndrome du, alors que je ne me trompe pas, hikikomori au Japon. Qui donc décrit cette incapacité à sortir de chez soi et
et à rester enfermé. Donc c'est un roman qui se lit en environ 2 heures. Et c'est le même temps, en fait, c'est le temps de la narration, puisqu'on est 2 heures avant la première sortie du personnage. Ça, c'était important pour l'auteur, apparemment. Et c'est un roman qui joue sur le rythme, qui joue sur la structure des phrases, qui évoque aussi les angoisses du personnage. Donc voilà, ça parle de plein de choses. Ça parle de l'engagement politique et écologique, ça parle du sentiment de doute, d'angoisse qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on sort de l'adolescence et on devient adulte et on commence à se poser des questions effectivement plus profondes, etc. Mais au-delà de ça, voilà, il se sert, je pense, en tout cas de cette idée de syndrome de la cabane pour parler plus globalement du sentiment d'angoisse et c'est très réussi. C'est un premier roman, c'est pour quel public Il le donne pour 13-14 ans, mais je pense que ça peut vraiment, en tout cas, parler jusqu'à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte aussi, parce que c'est quand même des questionnements qui peuvent tout à fait toucher des personnes adultes. Mais bon, en tout cas, à partir de 13 ans. Avant, ça me semble un peu effectivement abstrait. La cabane de Ludovic Lecomte, publié à l'École des loisirs, c'est sorti le 17 janvier avec des illustrations de Karine Branco-Witz. Anne-Laure Vial, vous nous présentez Odette Froyard en 3 façons. C'est d'Isabelle Monin, c'est publié chez Gallimard, c'est sorti le 11 janvier. Oui, alors Isabelle Monin, c'est l'autrice des gens sur la photo, si vous vous souvenez. Et elle revient là avec un livre qui parle de sa grand-mère, Odette Froyard, en 3 façons. Donc, pourquoi 3 façons, je vous dirai après. Donc, elle se rend compte qu'elle ne sait rien de sa grand-mère, qui est une femme très douce qu'elle a connue. Et elle a honte un peu de l'invisibilité de cette grand-mère. Elle se dit, mais cette femme, elle n'a rien vécu, elle n'a rien fait, elle était très discrète, je ne sais rien d'elle. Et qui était-elle et quelle était cette vie ? Elle a toujours été aux côtés de son grand-père, très invisible, elle s'occupait de plein de choses en fait, elle faisait beaucoup de choses, mais on ne sait rien d'elle. Et à chaque fois, elle disait, mais ce n'est pas intéressant, quand on lui posait des questions. Et donc, elle a un grand vide au moment du confinement, Isabelle Monin, et elle décide d'en savoir plus. Elle commence par enquêter en elle-même, c'est-à-dire qu'elle elle écrit tous ses souvenirs, elle cherche ses souvenirs, ça revient par petites touches. Et puis, à la fin de cette partie du livre, elle se rend compte qu'elle ne sait quand même vraiment pas grand-chose à travers ses souvenirs. Elle a de la douceur, elle a des choses de sa grand-mère, mais rien de l'histoire de sa grand-mère. Après, elle attaque une enquête. Donc là, elle part vraiment sur les traces de sa famille, à Grès, dans une ville de l'Est de la France. Elle découvre des choses, mais chaque petit encart dans le journal est une révélation pour elle hyper importante. Et puis bon, elle commence à comprendre, effectivement, il y a aussi une histoire de honte dans les générations au-dessus de sa grand-mère. Elle apprend que sa grand-mère a été dans un orphelinat, ce qu'elle découvrait complètement, etc. Et on est avec elle sur les traces de cette histoire et on est aussi, on a autant envie qu'elle de savoir ce qui s'est passé, ce que cette femme a vécu, en fait, que cette vie minuscule a compté finalement. Et la 3e partie, ça va être plus la fiction qui va reprendre aussi l'histoire de sa grand-mère. Et c'est un livre qui est vraiment à la fois très doux et très universel, parce qu'en fait, moi je suis sortie de la lecture de ce livre avec l'envie d'en savoir plus sur mes ancêtres, en fait, tout simplement. Effectivement, que toute vie a une part de romanesque, que c'est une vie minuscule, et en même temps, toute vie est importante. Ça, vraiment, on ressent ça à travers la lecture. C'est une écriture très fluide, très agréable. On part comme ça sur un siècle de vie d'une famille. On a envie d'en savoir autant que l'autrice. Et je crois que c'est un livre qu'on peut conseiller à toute personne qui veut savoir d'où il vient, finalement. Donc, très universel. Merci beaucoup, Anne-Laure Vial. On revient vers vous, Sandrine Labu, avec les Monuments de Paris de Violaine Huysmans. C'est également aux éditions Gallimard et c'est paru le 4 janvier. Voilà, donc Violaine Huysmans, Les Monuments de Paris, si je ne me trompe pas, c'est son 3e roman. Le premier avait fait pas mal parler de lui, s'appelait Fugitif parce que reine. C'était un livre sur sa mère. Et là, plus on parlait de son père et de son grand-père. Et donc Fugitif parce que reine racontait
la vie assez étonnante qu'elle vivait avec sa sœur, avec une mère très fantasque, avec une vie compliquée, et dont le père disparaît, enfin pas disparaît, mais en tout cas quitte sa femme assez rapidement. Donc là, elle va se pencher sur son père, malheureusement au moment du confinement. Alors elle est partie à 19 ans à New York, donc c'est vraiment son histoire. Il y a un peu de fiction quand même dans le livre, mais c'est quand même beaucoup son histoire. Donc elle est partie vivre à New York, elle a eu 2 enfants là-bas, et au moment du confinement, son père commence à décliner, il est assez âgé, et elle dit je ne peux pas rester loin de lui, donc je vais revenir en France pour l'accompagner sur la fin. Donc voilà, donc elle raconte ça, elle raconte comment elle revient, elle revoit son père, et elle en profite aussi pour parler de son grand-père, qui s'appelait Georges Huysmans, qui a eu un rôle assez important dans la France avant Deuxième Guerre mondiale, qui a été patron des Beaux-Arts, qui a contribué à fonder le Festival de Cannes, donc elle nous plonge dans l'histoire de la France, mêlée à l'histoire de sa famille, donc on apprend beaucoup de choses. Il était haut fonctionnaire, juif, donc obligé de fuir, vraiment une période dans la guerre compliquée pour lui. Et donc, violation avec son père. Son père, c'est un homme qui a eu plusieurs femmes, 8 enfants, qui est quelqu'un de très excessif, qui est assez connu aussi. Il a fait un livre de philosophie qui a été largement diffusé à l'époque. Il a créé une école de journalisme. Donc c'était à la fois un philosophe un peu businessman et très excentrique, avec un rapport à ses enfants complètement excessif. Mais elle fait la paix avec son père. C'est aussi une déclaration d'amour à son père. Et elle va aussi romancer l'histoire de son grand-père. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi cette mère qui est toujours là quand même en filigrane, qui n'est plus là parce qu'elle s'est malheureusement suicidée. Donc c'est une famille assez compliquée. Donc voilà, elle est en quête de sa famille, de ses origines, de relation avec ses parents, mais ça nous parle en fait. C'est ça qui est un petit peu comme disait Anne-Laure tout à l'heure. C'est quand même merveilleux ces écrivains qui arrivent à nous parler de nous en parlant d'eux. Moi ça me fascine toujours. Et c'est pas toujours le cas, mais là c'est vraiment le cas. Et à quel public vous le présenteriez Alors, elle a une écriture hyper prenante, enlevée, qui fait que ça peut plaire à beaucoup de monde. Évidemment, ceux qui vont s'intéresser à une quête familiale, ça va leur plaire, mais le côté aussi historique sur la France pendant la guerre. Donc vraiment, très très large public. Merci beaucoup. Il y a encore deux ouvrages chacun à présenter. J'aimerais savoir aussi votre ressenti de libraire. On est un peu plus de 3 mois après ce décret d'application sur les frais de port. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà un petit peu d'évolution ou s'il est encore trop tôt pour voir des impacts par rapport à votre activité. Je peux répondre, mais si... Bon, c'est un échange, hein, oui. Tout le monde peut... Nous, alors, on a auparavant, avant que les libraires en ligne soient dans l'obligation de mettre 3 € de frais de port, nous appliquions les frais de port, le tarif de Colissimo, donc c'était assez coûteux. On a décidé de faire un effort pour s'approcher de ces 3 €. On est à 5 €. On ne pouvait pas descendre en dessous parce que vraiment, économiquement, c'était trop compliqué. En revanche, on a vu un impact. Alors, dans la durée, je pense qu'il faudra vraiment l'analyser sur du plus long terme. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 50% de plus sur le site internet. D'accord. On est sur des plus petites valeurs, parce que notre métier, c'est d'abord la librairie physique et pas le site. Mais on constate ça, d'une part. Et d'autre part, moi, j'ai constaté, j'ai rencontré des gens qui venaient pour la première fois acheter des livres dans notre librairie, qui n'étaient pas venus auparavant et qui achetaient clairement, par exemple, des livres prescrits pour le scolaire. Enfin, des livres, très bien, des œuvres prescrites au collège, par exemple. Voilà. Et donc, c'est des gens qui, pour la première fois, rentraient dans notre librairie indépendante. Est-ce que c'est la première fois qu'ils rentraient dans une librairie indépendante? Je ne sais pas. Mais je vois quand même de nouveaux clients, en fait. Vous aussi, vous corroborez, vous avez Alors, un peu j'ai un peu plus de mal à avoir l'effet, parce que ma librairie est plus petite, j'ai moins de volume. Sur tout ce qui est expédition, pas tellement, même si j'ai un site marchand aussi. Et puis sur le scolaire, moi je suis vraiment collée à une école, donc je fais déjà beaucoup de scolaires. Donc les gens venaient déjà, mais j'ai quand même l'impression que sur une classe de 30, avant j'avais plutôt 10-12, maintenant j'en ai plutôt 18-20 qui viennent acheter chez moi. Donc ils ne me disent pas pourquoi. Il y a un effet. Il y a un effet parce que ces livres, ils valent souvent 2 €, 2,50 €. Alors c'est vrai que si on rajoute les frais de port par-dessus, ça devient cher, quoi. C'est une légère tendance à confirmer. Ouais. Je pense que c'est dans le long terme qu'on verra, mais en tout cas, il y a quand même un effet, ça c'est certain,
de gens qui reviennent vers la librairie physique. Après, dans quelle quantité, je ne sais pas aujourd'hui le dire, mais on le voit. Moi, je le vois. On va poursuivre avec vous, Maxime, et le troisième ouvrage que vous venez nous présenter, c'est Envers et contre tout de Marlene Nelen. C'est édité à La Joie de lire et c'est traduit par Catherine Tron-Mulder. C'est paru le 5 janvier. Exactement. Alors ça c'est un roman que j'ai choisi de vous présenter. Alors bon, en gros l'histoire, ça se passe en 1928 dans l'Italie du Nord. Il y a un cirque ambulant qui décide de monter son chapiteau au bord du lac d'Iseo. Et on va s'intéresser particulièrement à un personnage qui est Luca, qui est un acrobate qui fait un numéro de trapèze volant avec Berio, son frère de cœur je dirais, parce qu'ils ont été élevés ensemble. Et un soir, en fait, Luca va découvrir une jeune fille qui s'appelle Yulia, qui est recherchée par les chemises noires, donc la milice fasciste de l'époque. Et il va décider de l'aider. Et donc, ça va être le départ d'une aventure familiale et romantique aussi, avec ce roman. J'ai choisi ce roman un peu par hasard, quand justement on avait toute cette montagne de services de presse qui nous attendait. Il fallait qu'on choisisse ce qu'on voulait lire dans la rentrée littéraire, parce que je suis parti au bord du lac d'Iseo l'année dernière. Donc voilà, ça, comme quoi des fois on choisit un peu par hasard. Mais bonne pioche, c'était vraiment super. Le contexte historique, il est très bien, enfin je trouve que déjà il est peu commun, il est intéressant et original, cette époque dans cette partie de l'Europe. Il est très bien décrit, on apprend des choses. Il y a cette relation fusionnelle entre les deux acrobates qui est pareil, très intéressante et émouvante. Les scènes de voltige, de trapèze sont assez immersives et je trouve que bon, pour le coup, ça sort un peu des sentiers battus. Il y a aussi cette relation amoureuse donc, entre Luca et Yulia. C'est romantique et c'est vraiment l'amour voilà, avec un grand A dans ce qu'il a de plus puissant, surtout le premier amour, bien évidemment. Voilà, c'est un très beau roman. Je trouve qu'il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de facilité. Ça a beau être un roman, effectivement, à partir de 13-14 ans. Il peut tout à fait être lu par des adultes. Enfin voilà, évidemment, c'est le cas de beaucoup de romans ados, mais bon, de temps en temps, encore plus. Voilà, très belle découverte et avec une très jolie couverture de Julie Guillem. Je trouve que vraiment elle donne envie sur la table des nouveautés. Donc voilà. Envers et contre tout de Marlene Nelen, édité La Joie de lire. Oui. C'est paru le 5 janvier. Anne-Laure Vial-Rousse, ou Les beaux habitants de l'univers, c'est de Denis Infante, on ne sait pas, aux éditions Tristram. C'est aux éditions Tristram et c'est paru le 4 janvier. Juste, je voulais rajouter quelque chose par rapport aux frais de port. Je pense qu'on doit faire un... Non mais c'est une opportunité, ces frais de port qui sont appliqués maintenant sur les achats en ligne. Ouais. Et je pense qu'on doit vraiment, comment dire, proposer à nos clients, expliquer et communiquer sur le fait qu'on a des solutions, que les clients peuvent aller géolocaliser des livres dans nos régions. Enfin, nous, à Paris, on a Paris Librairie, mais ce dispositif existe dans toutes les régions pour dire, mais en fait, vous pouvez rester avec nous tout le temps. Et vous êtes chez vous, vous commandez, on vous le prépare, vous venez en retrait. Et il faut qu'on continue de faire ce travail. Ça, je pense que c'est très important. Pédagogie. Oui, mais parce que je pense qu'il y a une vraie opportunité qui est moyen terme. Alors, ce n'est pas visible, il n'y a pas un effet waouh énorme, c'est normal. Parce qu'il s'agit de faire changer les comportements des clients des sites internet. Et que ces 3 € petit à petit vont les changer. J'en suis persuadée. Donc il faut que nous, on propose en tant que libraire une possibilité, une alternative. Positive évidemment, puisqu'ils vont découvrir des belles librairies, des libraires, des conseils, etc. Et le même service. Voilà. Alors, je me suis lancée dans la présentation de Rousse de Denis Infante. Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que c'est un texte complètement ovni dans cette rentrée, que j'ai découvert avec joie, je dirais, et que je vous invite à lire. C'est un texte très court, il fait 133 pages. Je ne sais pas si c'est un premier roman, parce que Denis Infante, j'ai fait des petites recherches, mais il vient plutôt du théâtre. Mais peut-être que c'est son premier roman. C'est un roman qu'il a envoyé par la poste.
à son éditeur et qui a eu le courage de le publier. Alors, c'est l'histoire, vous allez voir, c'est une fable et un peu une odyssée. C'est même un roman initiatique. Le pitch ne dit pas grand-chose du livre, mais en fait, on est dans un monde où il n'y a plus d'hommes et que des animaux. Donc, et il y a une petite renarde qui s'appelle Rousse, qui est un peu l'héroïne, et qui va partir parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Et donc elle part, et on la suit dans son parcours, qui est un parcours positif parce qu'elle cherche à aller rejoindre les montagnes hautes qui touchent le ciel. Voilà. Et en fait, ce qui est particulier dans ce livre, bon, c'est évidemment pas l'histoire, c'est la langue, c'est ce récit un peu fou d'avoir écrit ce texte, moi qui m'a vraiment fait penser au Petit Prince. Il y a un moment qui parle d'une amitié entre l'ours, il y a une ours qui va la sauver, et la renarde qui est magnifique, que je ne vais pas vous lire parce que ça serait le spolier, mais vraiment très très beau, c'est très fort. Et j'ai été aussi, ça m'a fait penser vraiment à l'univers de Miyazaki, je dirais Princesse Mononoke ou Nausicaa. Une espèce de fuite comme ça, et en même temps merveilleuse dans un monde magnifique et parfois hyper dur, parce qu'en fait elle va traverser des déserts, des forêts, rencontre d'autres animaux. Donc il y a un côté merveilleux, le merveilleux de la nature qui passe très bien dans ce texte, et à la fois parfois voilà, un désert, elle se réfugie dans une carcasse d'avion en plein désert, enfin bon, c'est très beau. Et la langue est complètement unique, parce que je vais vous lire juste ça. Je mets mes lunettes. C'est un passage que j'ai trouvé beau et qui était aussi sur le premier rabat, mais donc voilà, vous allez comprendre. Rousse était jeune renarde à robe flamboyante, dont beauté et finesse d'esprit attiraient de nombreux soupirants. Mais Rousse, tous refusaient, utilisant griffes et dents, fuite ou combat si nécessaire, dissuadant d'insister, mal plus tenace. Rousse était libre et solitaire et tenait à leur essai. C'est ce qui ne l'empêchait pas de s'atteler durant sa courte existence quelques amis fidèles parmi ceux de son peuple ou autres vivants, avec qui elle aimait partager doutes, joies et tendresse. Voilà. Mais en fait, on voit que dans la langue, il n'y a pas d'article. Ce qui m'a un petit peu gênée au départ. Et finalement, on est complètement happé dans ce texte magnifique. Voilà. Vous l'avez dit, c'est un ovni, vraisemblablement. Vous le proposeriez à qui et comment en priorité ? Alors, j'avoue, en exergue, il y a une citation de Jean Giono. C'est vrai que l'auteur, d'ailleurs, est très influencé par Jean Giono. Ça m'a fait penser un peu au Chant du Monde aussi. Je dirais un adulte, mais la question que je me suis posée, est-ce qu'un grand adolescent pourrait aimer ? Je pense que oui. Parce qu'il y a une inquiétude dans ce texte qui crée une tension et qui fait avancer cette renarde, et on a envie d'aller avec elle jusqu'au bout, et puis c'est initiatique. Il y a de très beaux Donc c'est très beau. Qui mettent en scène des animaux, dont Pax, assez récemment, qui me fait, sans l'avoir lu, mais me rappelle certains aspects de ce livre. Et effectivement, pourquoi pas, bien sûr. Ouais, mais en tout cas, c'est un texte à lire, et j'espère qu'il va faire son chemin aussi via le bouche à oreille. Rousse ou les beaux habitants de l'univers, c'est de Denis Infant. C'est édité aux éditions Tristram et c'est paru le 4 janvier. Sandrine, on en est à 100 valeurs avec vous, de Gaëlle Obiegli. C'est aux éditions Fayard, c'est paru le 10 janvier. Bayard, mais c'est moi qui ai fait l'erreur quand j'ai envoyé l'email, pardon. Donc Bayard, moi aussi j'ai un ovni, un ovni très court, donc je vais essayer d'être courte aussi, il fait 137 pages. Donc c'est chez Bayard, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Lit, comme littérature intérieure. Donc je crois qu'il y a déjà eu 4 titres de parus, vraiment c'est une collection, je vous conseille, parce que les autres titres ils ont l'air vraiment super aussi. Gaëlle Obiegli, elle a écrit déjà une dizaine de livres, je ne l'avais jamais lu non plus, voilà, il faut bien commencer un jour. Alors sans valeur, moi je lui ai trouvé un autre titre, mais je ne sais pas si elle sera d'accord, c'est le petit tas d'ordures, parce qu'en fait elle va parler d'un petit tas d'ordures. Déjà, c'est assez étonnant. Donc, elle sort faire son jogging et elle voit par terre un petit tas. Alors, je ne révélerai pas trop ce qu'il y a dans le petit tas pour laisser un peu de suspense. Il y a quand même un ticket de PMU et on saura à la fin s'il est gagnant ou pas. Ça sera le suspense du livre. Donc, en fait, elle est très intéressée par le rapport aux objets, le rapport aux archives, à ce qu'on laisse, à ce qu'on écrit,
quand on va mourir, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qui va être découvert par les autres, qu'est-ce qu'il faut garder, trier. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que quand elle découvre ce petit tas d'ordures, elle est en train de déménager, donc elle est en train de vider son appartement. Mais elle va quand même recueillir, c'est vraiment, elle recueille comme un petit animal, elle recueille son petit tas d'ordures. Et donc elle va le mettre dans un placard, le chat va commencer à s'installer dessus, elle va le mettre hors de portée, et elle va lui parler à ce petit tas d'ordures, elle s'adresse à lui. Et elle va s'attacher à ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup de papier essentiellement, hein. C'est pas des pelures de bananes. Et donc au début elle va l'aimer, après elle va le détester pour certaines raisons, puis après c'est l'indifférence, elle dit voilà c'est comme les histoires d'amour, souvent c'est comme ça. Donc ce qui est vraiment, ça ouvre plein de pistes de réflexion sur à la fois l'observation, ce qu'on est, ce qu'on laisse. Elle donne des exemples aussi d'un éboueur new-yorkais et ça c'est une histoire réelle, qui a constitué un musée de plein d'objets trouvés et qu'on lui ramène, et donc qui a créé un musée avec des milliers d'objets jetés par d'autres. Voilà, donc notre rapport à ce qu'on laisse, à ce qu'on garde. Je voulais vous lire aussi, juste pour que vous voyez le ton, un tout petit passage. Comme je l'ai dit, la perspective que mes affaires soient archivées m'effraie. Il vaudrait mieux les détruire avant. Mais elles me servent. Toutes ces pages, photos, tous ces documents accumulés, il me les faut parfois pour écrire, car je ne me souviens pas de tout. L'écriture est une mémoire externe, on sort de soi des faits, des impressions, des réflexions pour les archiver. Nous disposons ainsi d'une base de souvenirs, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une déchetterie. Bon, vous voyez un petit peu le ton. Donc ça ouvre plein de pistes, c'est drôle, c'est décalé, c'est un petit peu loufoque par moment, et c'est très profond aussi. Donc un ovni, quel public, comment est-ce que vous le présenteriez à qui? Alors je l'ai déjà posé à des clients qui l'ont acheté et qui l'ont aimé, des gens qui s'intéressent quand même au petit pas de côté sur un livre qui n'est pas un roman. Là je suis très triste parce que je suis en rupture de stock, donc, mais je vais mettre un coup de cœur dessus. Oui, j'ai dû prendre l'exemplaire de l'éditeur. Mais voilà, c'est typiquement le type de livre où il faut mettre un coup de cœur très très bien rédigé et on dit faites-moi confiance, prenez-le. En fait, c'est cette catégorie de livres. Parce que si on commence à rentrer dans l'histoire, ça peut peut-être un peu dérouter. Oui, non mais moi je suis convaincue. Mais... Ça a l'air. Ouais. Donc voilà, Gaëlle Aubiegli. Gaëlle Aubiegli, Sans valeur, c'est aux éditions Bayard et c'est paru le 10 janvier. Votre dernier titre, Maxime, c'est Fend le vent. C'est de Wataru Midori et c'est édité par Akata. C'est paru le 18 janvier. Oui, traduit du japonais par François Boulanger. Donc là, c'est un manga. Un manga. Il fallait bien un manga quand même dans cette émission. Il en reste. Parce que c'est quand même effectivement un rayon qui fonctionne. Alors, c'est l'histoire de Shota. Shota, c'est un ado qui, quand il était au collège, était un peu un as du foot, très sportif, tout ça. Mais suite à un accident, il est amputé de sa jambe gauche. Et donc, dans ce premier tome de cette série, on le retrouve au début du lycée. Et il va rencontrer Midori, qui est en fait un orthoprothésiste, qui lui propose de collaborer avec lui pour créer une prothèse de compétition, une lame de compétition, afin de pouvoir se lancer dans le sprint. Et donc, du coup, ça va être une nouvelle aventure pour lui, parce qu'il va déjà se rêver aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Donc, c'est une très chouette histoire en 5 tomes, non pas, c'est une courte série. Le personnage principal, il est attachant, il est inspirant. Je trouve qu'on apprend déjà beaucoup de choses dans ce tome 1 sur le handisport et puis les différents types de prothèses qui peuvent être utilisées en para-athlétisme. C'est très intéressant. Ça a été publié en fait en 2019 au Japon, en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et en France, donc le premier tome vient de sortir et ça va être publié au fur et à mesure de l'année pour que le dernier tome arrive pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc je trouve que c'est plutôt chouette comme concept. Ça fait parler des Jeux olympiques de façon un peu différente. Et une série qui peut tout à fait fonctionner, je dirais, à partir de 10-12 ans. Il faut avoir un petit intérêt quand même pour le sport, je pense, pour rentrer dedans. Mais en même temps, c'est un personnage plutôt attachant qui peut tout à fait parler, à mon avis, à plein de types d'enfants. Il y a une particularité justement dans le manga, on a tendance à dire, sans faire de généralité, que les lecteurs de manga ils lisent une collection, une série, et puis après ils passent à autre chose. C'est difficile de les accrocher sur quelque chose d'autre.
Comment est-ce que vous faites? Est-ce que déjà vous avez ce postulat un peu et comment est-ce que vous le disons qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui viennent à la librairie pour chercher un cadeau. Ils nous disent voilà, je voudrais tel tome de telle série. C'est généralement les séries très connues. Mais bon, sans être des grands spécialistes du manga dans l'équipe, on est quand même plusieurs à bien aimer ça. Et du coup, ce qu'on essaye justement de faire, c'est de proposer des titres qui sortent un peu de l'ordinaire pour que quand les gens viennent faire un cadeau, mais ils ne savent pas quel tome de One Piece il faut, quel tome de Naruto, et ben justement, on propose d'autres séries pour sortir un peu de ce que les gens connaissent beaucoup. On a même fait là tout récemment un petit coin premier manga, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Donc voilà, avec des choses vraiment entre 6 et 10 ans, avec un contenu complètement adapté, tout ça. Donc voilà, on essaye de faire aussi un peu de pédagogie sur ça, hein, de montrer aux gens que le manga, en fait, c'est un domaine extrêmement vaste, très riche, varié, et qu'il y a plein de choses à découvrir, quoi. Il n'y a pas que Naruto. Il n'y a pas que Naruto et One Piece, même si ce sont de chouettes séries. Et je prends juste une minute pour dire quelque chose, du coup, un mini 6e livre, mais qui n'est pas vraiment voilà. Mais moi, je représente du coup la librairie jeunesse pendant ce webinaire. Et une personne très importante pour la littérature jeunesse en France aujourd'hui, c'est Sophie van der Linden, qui est une grande spécialiste, voilà, qui fait beaucoup en termes de publications théoriques, etc. Et elle a sorti en fait Arctique solaire aux éditions de Noël. Et pour le coup, c'est un roman de la rentrée littéraire adulte que j'ai lu et j'ai vraiment trouvé ça passionnant. C'est juste en 2 mots sur une artiste qui s'appelle Anna Boberg, une artiste suédoise qui partait en fait en Norvège dans les îles Lofoten pour peindre les aurores boréales et les montagnes enneigées, etc. Voilà, c'est absolument génial et je pense que ça peut tout à fait plaire aux grands ados qui sont intéressés par l'art, par exemple. Donc voilà, juste une mini suggestion en plus, mais qui me semblait intéressante. Le petit pas de côté de Maxime Massol, merci mais pour cette rentrée, c'est très bien, on est là on apprécie chez Livre Hebdo les pas de côté. Justement, Anne-Laure Vial, on en est à Fantastique Histoire d'amour, c'est Sophie Divry, c'est paru au Seuil, ça paraît au Seuil le 5 février, me semble-t-il. Voilà, Sophie Divry est donc l'autrice qui avait écrit La condition pavillonnaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre. Donc là, elle revient avec un livre très différent, qui est un roman social qui se lit absolument comme un polar ou un feuilleton, je ne sais pas comment on peut le qualifier, qui commence, qui est qui vous happe, hein, vraiment, vous allez passer la nuit, très facile à lire et très intéressant. Ça commence par... en fait, il y a 2 personnages principaux. Il y a beaucoup de personnages secondaires, mais il y a 2 personnages principaux qui sont Bastien et Maya. Bastien et Maya, ils ne se connaissent pas. Ils se rencontrent au moins à la 300e page, ou peut-être 400e, je ne sais pas exactement, mais assez loin dans le livre. Bastien, il est inspecteur du travail. Donc, vous voyez, le roman social, directement, le héros, c'est un inspecteur du travail. Il se lève le matin, il va au parc de la Tête d'Or et il observe une femme qui donne à manger aux oiseaux. Et donc, c'est Maya. Mais ils ne se connaissent pas. Il y a souvent ces petites scènes où ils se rencontrent sans se rencontrer. Et Bastien, il est appelé dans une usine parce qu'il y a eu un ouvrier et a été broyé dans une compacteuse, une usine qui fait du recyclage de plastique. Voilà, et ça, c'est le début de l'intrigue. Donc, il y a une enquête. Et Maya, alors elle est journaliste. Elle est à la limite d'être licenciée économique. Et un peu pour sauver son job, elle va enquêter sur des cristaux scintillants, parce qu'elle a une tante qui travaille au CERN. Et donc elle va s'intéresser à ça. Et elle mène l'enquête pour écrire un article. Et donc voilà, les enquêtes, je ne vais pas vous en dire trop, mais se recoupent évidemment. Et les personnages se recoupent et il y a une histoire d'amour fantastique. Donc il y a une très belle histoire d'amour et en parallèle, toute cette enquête. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très facile à recommander, parce que c'est comme un polar, mais il y a aussi une réflexion sur la société, sur les patrons, sur les PME, sur le travail enfin bon, toutes ces questions-là. Et les personnages sont très attachants d'entrée, dès les premiers chapitres. On a envie d'être avec eux. C'est des personnages qui ne sont pas caricaturaux, qui sont très humains. Par exemple, Bastien, il est croyant, mais en même temps, il est très désabusé avec tout ce qu'il voit dans le monde du travail. Enfin, voilà, c'est un chouette roman qui mérite d'être lu et d'être, franchement, très facile à recommander aussi.
Et je vois votre petit pas de côté. Ah oui, alors, Ceux qui appartiennent au jour. je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce livre-là aussi est très chouette. Le terme est Alors, très mal présentez-le choisi. complètement. Voilà, Ouais. alors ceux qui appartiennent au jour de, parce que l'auteur, je pense c'est néerlandais, c'est Emma Doud van Troostwijk, aux éditions de Minuit. Et en fait, c'est une histoire c'est un texte très court, qui est par petites touches. En fait, l'héroïne, l'autrice, revient dans la maison familiale qui est un presbytère. Ses parents étaient pasteurs. Et il y a les grands-parents, les parents, son frère. Et en fait, c'est cet enfant qui retrouve un peu sa famille. Je ne sais plus quel est le personnage, mais un personnage perd la mémoire. Et c'est par petites touches, le grand âge, la vieillesse, le passé. Et elle essaie d'en faire quelque chose de très lumineux à travers une langue qui est très poétique. Et vraiment, c'est un livre que c'est une auteure que j'ai complètement découverte. Et que, pareil, je recommande parce que, alors ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais les gens sensibles à une histoire comme ça du vivant, de la vieillesse, du grand âge, du temps qui passe, voilà, tout simplement, qu'on essaye de capturer à travers des images poétiques, c'est très fort et ça me fait un petit peu penser à Emily Dickinson dans l'approche. Voilà. Sans le rapport à la mort qu'a Emily Dickinson, mais on est un peu dans ça. Je capture le moment, la lumière du moment, par la langue. Merci Anne-Laure Vial. Et on termine avec une traduction proposée par vous, Sandrine Babu. C'est Première plume de Charlie Gilmour. C'est paru aux éditions Métellier le 12 janvier. C'est traduit par Anatole Ponce-Remaud. C'est ça, donc chez Métellier, maison qui nous a donné quand même Leonardo Padura, Rosa Montero, Varela sur le livre en Patagonie, enfin une maison que je vous recommande pour ceux qui malheureusement ne la connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait. Vraiment très belle maison. Donc c'est un premier roman, parce qu'on nous a demandé si possible de venir un gros coup de cœur sur un premier roman, donc je l'ai. Donc Charlie Gilmour. Alors, sur le bandeau, il y a des commentaires élogieux, notamment de Elton John, ce qui peut un petit peu surprendre, c'est pas habituel. Donc j'ai cherché évidemment, on comprend dans le livre, mais je suis allée voir sur Internet pourquoi aussi. Donc Charlie Gilmour, c'est le fils adoptif de David Gilmour. D'accord. Pink Floyd. Ouais. Voilà. Donc c'est cette famille-là. C'est un récit qui est complètement autobiographique. Là aussi, ce que j'ai pu aller vérifier sur Internet, parce que dans ces cas-là, on se demande, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Et il y a un lien avec le livre que tu présentais avec les oiseaux, parce que là, on va parler beaucoup d'une pie qui est adoptée par Charlie Gilmour. Lui, il n'est pas du tout branché oiseau pie, mais un jour, on lui amène ce petit oiseau qui est tombé. Et il le garde. Alors, s'occuper d'une pie à la maison, enfin, moi, j'imagine même pas. Hein, ça fait caca partout, ça chipe la nourriture, ça vous la met dans les cheveux, ça détruit la maison quand vous n'êtes pas là. Mais bon, il s'attache beaucoup à cette pie. Ils vont s'apprivoiser. Donc, il y a aussi un côté nature writing, parce qu'on est dans la campagne anglaise. Voilà, donc, c'est très, très lumineux de ce côté-là, très poétique. Sa relation avec sa compagne est très douce aussi. Et il y a des choses qui sont moins douces, c'est la relation avec son père, donc non pas David Gilmour, qui est son père adoptif, qui est parfait apparemment, mais son père biologique n'était pas parfait du tout, il est parti quand il était enfant. C'est un poète, s'appelle Heathcote, poète un peu maudit, extrêmement perso, égoïste, enfin, comme plein d'artistes, et donc il ne s'est pas du tout occupé de ce fils-là, enfin, qui pour lui il n'existe pas. Donc il passe son enfance, adolescence à essayer, et début de l'âge adulte, à essayer de retrouver la relation avec ce père qu'il met de côté, donc ça raconte ça. Donc du coup, lui, il vit des choses un peu dures, il va aussi se droguer, il va provoquer pour exister en fait. Donc tout le livre, c'est à la fois le récit de la relation avec l'oiseau et la relation qu'il va essayer de renouer avec ce père qui va mourir pendant le livre aussi. Donc c'est très prenant, c'est bien écrit, c'est un beau témoignage. Enfin, c'est pas glauque, même si le sujet est un peu compliqué sur la relation au père. Évidemment, sa compagne voudrait un enfant. Lui, il a peur de faire un enfant parce qu'il a peur de reproduire ce qu'il a vécu avec son père. Donc tout l'enjeu, c'est est-ce qu'à la fin du livre, il va avoir envie d'être père ou pas. Eh ben, voilà. C'est pour quel public ? Moi,
franchement, enfin, moi, à chaque fois, je vais vous dire tout public, parce que moi, franchement, ça peut être lu par plein de gens. Moi, je trouve que tout livre aussi prenant, qui vous ouvre des pistes, qui vous émeut, peut être lu vraiment par beaucoup de monde. Peut-être pas, alors pourquoi pas un ado de 16 ans en rébellion, hein, et puis peut-être pour ceux qui se disent, est-ce que je veux être père ou pas? Merci beaucoup Sandrine, merci à vous. On a vu relation avec le père beaucoup, avec la mère, avec les aïeux, des ouvrages sur la mobilité, sur le manga finalement là en un peu moins d'une heure ou tout juste une heure. On a vu un peu moins de 5% de la proposition de titres de cette riche rentrée littéraire. Merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez retrouver aussi d'autres analyses de titres de cette rentrée littéraire sur Livre Hebdo et notamment sur le podcast de Livre Hebdo de la rédaction Les Voix du Livre. Le prochain numéro qui devrait sortir dans les jours qui viennent prendra évidemment sa part de cette rentrée d'hiver. Et je vous remercie à tous et à très bientôt sur Livre Hebdo. Merci. Au revoir.